Imaginez un instant la situation suivante. Un gros problème électrique survient chez soi et il faut refaire tout le tableau. La hantise, ouais. C'est ça. Dans notre monde habituel, ça veut dire un devis effrayant, une ponction énorme sur le compte en banque, et cet argent, il quitte presque tout de suite l'économie locale pour remonter vers les grandes banques. Tout à fait, la fuite des capitaux classique. Mais, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, imaginons un scénario où cette même réparation ne coûte genre absolument aucun euro. Ah oui, zéro. 0 euros. Et mieux encore, le simple fait de réparer ce tableau électrique déclenche une équation mathématique qui, par automatisme, va financer l'installation de panneaux solaires pour un voisin à quelques rues de là. Ça ressemble presque à un bug dans la matrice ou à une utopie un peu perchée. C'est exactement l'impression que ça donne. Et pourtant, je suis ravie d'ouvrir cette nouvelle plongée au cœur des systèmes complexes. Car aujourd'hui, on ne parle pas de science-fiction. Non, c'est pas de la magie, c'est vraiment de l'ingénierie socio-économique pure et dure. Exactement. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de décrypter les documents, les schémas et les manifestes d'un écosystème assez fascinant qui s'appelle Latero-Eco. Ouais, un écosystème qui propose des concepts vraiment radicaux. Et notre mission, c'est de comprendre un de leurs mécanismes centraux. C'est un truc très précis qu'ils appellent l'algorithme de redistribution en arborescence en T. L'arborescence santé, voilà. C'est défini dans leur texte comme un, je cite, un accélérateur d'autonomie optionnel. Et l'idée, c'est vraiment de prendre une économie locale hyper compétitive où tout le monde se bat pour des miettes et de la transformer en un réseau de ce qu'ils nomment la reliance. La reliance, oui. Donc la connexion, la solidarité forcée par le système lui-même, en fait. C'est ça. Mais bon, avant de dessiner ce fameux T dans l'espace, il faut comprendre le carburant du système. Parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Non, malheureusement. Et c'est là que l'approche de la Terreco est intéressante. Plutôt que de subir l'inflation, il propose une contraction volontaire de l'économie marchande. C'est-à-dire. Bah, ça repose sur ce qu'ils appellent la monnaie-temps. Le principe de base est radicalement égalitaire. En gros, une minute de temps humain vaut une unité de monnaie. Point barre. Ouais, donc qu'on soit avocat ou boulanger, le temps a la même valeur. Exactement. Et d'après leurs sources, c'est géré via une plateforme numérique spécifique qui s'appelle Cyclos 4. D'accord, alors ça, l'échange de temps, c'est super. Mais là où je bloque souvent, c'est le lien avec la vraie vie. Les factures, ouais. Bah oui. Le matériel, les impôts, c'est pas payé en sourire ou en minutes. Or, le modèle affirme que cette monnaie-temps génère des économies réelles, des euros bien tangibles. Il parle d'économies estimées forfaitairement à 10% du budget d'un foyer. C'est un chiffre clé, ça. Les fameux 10%. Mais comment on passe du temps échangé à des euros qui s'accumulent? Eh bien, ça repose sur le principe de la substitution de dépenses, tu vois. En gros, au lieu de payer un prof de maths en euros pour ton fils ou un jardinier, tu passes par le réseau de Monétan. Ah, ok. Donc on arrête de saigner son compte en banque pour des services du quotidien. Voilà. Et les euros que tu n'as pas sortis de ton compte, cette fuite colmatée, le modèle estime que ça représente environ 10% de ton budget global. Le principe des vases communicants, en somme. Exactement. Mais la vraie question, c'est ce qu'on fait de cet argent sauvé. Parce que dans la vraie vie, tu économises 10%, tu vas te payer des vacances ou un nouvel écran plat. Grave. C'est la nature humaine. C'est là que le système Latereco est malin. C'est une démarche optionnelle, mais stricte. Ces 10%, ils ne dorment pas sous un matelas et ils ne retournent pas dans l'économie de surconsommation. Ils sont injectés dans l'écosystème pour créer de la résilience matérielle. Acheter des panneaux solaires, des terres, des filtres à eau, ce genre de choses. Tout à fait. Et c'est précisément ce carburant financier, ces 10% d'euros tangibles, qui vont être pris en charge par l'algorithme géométrique en T. D'accord. On a la sève du système. Maintenant, décortiquons ce fameux T. Visuellement, dans leur schéma, comment ça se présente? On a d'abord une barre verticale, c'est ça? Ouais, une barre verticale avec 5 niveaux qui montent, de 1 à 5. Et le niveau 5, c'est le sommet. C'est le sommet, et c'est ce qu'ils appellent le pivot actif. Dans les documents sources, il est d'ailleurs souvent coloré en rouge pour bien distinguer, Le pivot 5. Et pourquoi il est si spécial, ce niveau 5? parce que c'est le déclencheur de tout l'algorithme. Il fait deux actions simultanées. Déjà, il récupère l'énergie, les 10% dont on a parlé, et il la distribue vers le bas. Et ensuite, il crée la barre horizontale du T. Et cette barre horizontale, c'est 5 nouvelles parties, hein. Les acteurs 6, 7, 8, 9 et 10. Exactement une ligne de 5 nouveaux acteurs qui sont rattachés à ce pivot 5. Et attention, l'objectif pour ces 5 acteurs de la barre horizontale, c'est de devenir à leur tour des pivots dès qu'ils entrent en action.
Attends, c'est là que ça devient vraiment intriguant, mais aussi potentiellement problématique. Si je suis au niveau 5 et que je crée 5 branches sous moi, qui vont elles-mêmes créer des branches, visuellement, ça ressemble quand même furieusement à une fractale. Ouais, on visualise bien le truc. Et une fractale de recrutement, bah, dans le monde réel, ça s'appelle un système pyramidal. Une vente multiniveau où les premiers arrivés s'enrichissent sur le dos de la base. En quoi cet algorithme en T n'est pas juste une pyramide déguisée? C'est la question fondamentale. Et la réponse se trouve dans la directionnalité du flux financier. C'est l'inverse absolu d'une pyramide. Comment ça? Dans une pyramide classique, la valeur monte. La base trime et les 10% remontent vers le sommet. L'algorithme de la Terreco, lui, force mathématiquement le retour de la sève vers les racines. Le fameux pivot 5 qui distribue vers le bas. Voilà. Il ne garde pas l'argent pour lui, il redistribue les 10% selon une règle très stricte de pourcentage. Décortiquons ça. Comment se fait cette répartition vers les niveaux inférieurs? C'est dégressif vers le bas. Le niveau 4, juste en dessous du pivot, reçoit 4%. Ok. Le niveau 3 reçoit 3%. Le niveau 2, 2%. 4, 3, 2, ça fait 9%. Il manque 1%. Le dernier pourcent, il retourne au système global de l'algorithme, pour son fonctionnement technique, l'hébergement, l'infrastructure. D'accord. Donc les 10% sont totalement réinjectés dans la structure qui a soutenu le pivot. Mais tu vois, si je suis le niveau 4, c'est quand même super confortable, non? Je touche 4% juste parce que le gars au-dessus de moi est devenu un pivot. C'est de la rente passive. Et c'est là qu'intervient la mécanique anti-rente du système. C'est peut-être l'aspect le plus brillant de toute leur modélisation. Ils ont créé une règle d'automatisme. La fin de distribution, c'est ça? Exactement, le coup près. En fait, en montant sur 3 niveaux, on déclenche automatiquement un effet de fin de distribution sur les 3 niveaux inférieurs. Attends, faut qu'on traduise ça pour ceux qui nous écoutent parce que c'est un peu abstrait. Ouais, c'est un peu dense. Si je devais faire une analogie, je comparerais ça à un moteur de voiture. Un moteur à explosion. Ah, j'aime bien. Voyons voir. Comment s'arrête? C'est une excellente image. Eh bien, couper cette distribution après 3 niveaux d'expansion, ça force la soupape à se refermer. Le système t'empêche de t'enrichir passivement de manière infinie. C'est exactement l'idée. L'accumulation stérile est rendue mathématiquement impossible. Une fois que la croissance t'a dépassé de 3 niveaux, ton robinet de pourcentage se ferme. Fini la rente. Fini la rente. Si tu veux continuer à bénéficier du flux, tu n'as pas le choix. Tu dois te bouger, agir et devenir toi-même un pivot pour créer ta propre arborescence et irriguer d'autres personnes. C'est dingue parce que du coup, ça neutralise complètement la concurrence. Le système te dit, tu ne peux grandir qu'en poussant les autres vers le haut et tu sais que ça s'arrêtera pour toi. Ça force l'essaimage et ça rend la communauté, comme ils le disent dans les textes, invincible par le lien. La fameuse reliance. Mais alors, concrètement, comment on met un pied là-dedans? L'entrée physique, ouais. Bah oui, je veux dire, on a les acteurs 1 à 4 sur la verticale, on a les acteurs de la barre horizontale, ça peut s'étendre de 6 à 155 selon les ramifications, mais si demain je veux entrer dans cet algorithme, je fais quoi? J'envoie un CV à quelqu'un? Non, ça ne marche pas comme une entreprise. L'interface pour entrer, c'est ce qu'ils nomment une bourse aux candidats. Une bourse au candidat? Ouais. Sur leur schéma, on voit bien que c'est divisé en plusieurs zones d'accueil. Il y a une bourse pour les candidats de 1 à 4 sur la verticale et une autre pour la ramification horizontale, de 6 à 155. D'accord. Et à côté de ça, une zone spécifique pour trouver des fournisseurs. L'idée, c'est de croiser les besoins et les savoir-faire de manière hyper transparente. En gros, c'est une sorte d'agence matrimoniale de la résilience locale, quoi. C'est pas mal trouvé. Au lieu de cacher tes lacunes comme on le fait dans la vraie vie pour paraître fort face aux concurrents, ici le système ne marche que si tu affiches tes vulnérabilités. Ouais, il faut dire publiquement, voilà, je suis candidat, j'ai besoin d'aide pour isoler ma maison. Et de l'autre côté, je suis fournisseur, je peux offrir tant d'heures en plomberie. Voilà, c'est l'interconnexion brute. Mais tu vois, avec une analyse macroéconomique classique, une économie basée sur la dette, les taux d'intérêt, la rareté, on est en droit de se demander comment ce petit modèle local peut survivre. Ah, c'est sûr que face aux géants de la finance, ça fait un peu David contre Goliath. Mais justement, le texte est très clair là-dessus. C'est un modèle optionnel. C'est décrit comme un archipel de résistance. Donc on ne cherche pas à détruire le vieux système frontalement. Pas du tout. On construit une alternative à côté. Et ceux qui veulent s'y greffer le font. C'est conçu mathématiquement pour générer de l'abondance partagée à l'échelle d'une communauté sans avoir besoin de l'autorisation de la Banque centrale. C'est vraiment fascinant. Si on résume la mécanique de ce qu'on vient d'analyser, l'élégance du truc est folle. C'est très structuré, oui.
On part d'une monnaie temps qui colmate nos fuites en euros. Ces fameux 10% d'économies forfaitaires sont injectés dans ce grand T géométrique. Et là, le pivot 5 agit comme une pompe inversée. Ouais, la gravité inversée. Il prend la valeur et la repousse vers les racines. 4%, 3, 2 et 1 pour le système, tout en créant 5 nouvelles branches horizontales. Et la soupape des 3 niveaux vient empêcher toute création de rente. Exactement. Alors pourquoi c'est important pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'on soit de gauche, de droite ou complètement désabusé par l'économie, ce que ces documents démontrent, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un grand soir institutionnel. Non, les outils existent déjà. L'outil mathématique est là. À l'échelle d'un quartier ou d'un village, monter une bourse aux candidats et déployer cette arborescence santé, c'est faisable immédiatement. C'est une souveraineté locale à portée de main. Totalement. Et pour clore cette exploration, ça m'amène à une réflexion qui dépasse la simple économie locale. Ah, je t'écoute. On vient de voir qu'une simple géométrie en T, avec une règle de coupure à 3 niveaux, peut littéralement neutraliser la concurrence économique et forcer les individus à s'entraider. Oui, la structure force le comportement. Exactement. Alors, imaginons un instant qu'on transpose cette exacte même géométrie mathématique à nos systèmes de vote ou à la prise de décision dans nos assemblées politiques ou associatives. Waouh. Si la structure des échanges dicte le comportement, est-ce que changer la forme géométrique de nos institutions ne pourrait pas, à terme, changer fondamentalement la nature humaine elle-même? C'est une question vertigineuse. Et c'est là-dessus qu'on va laisser notre audience méditer. Un grand merci pour cette analyse poussée de l'algorithme Laterico. Merci, c'était un plaisir de décortiquer ça. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les systèmes qui repensent notre monde.